Chapitre 6. Le développement durable de l'estime de soi. J'ai donc commencé un énorme travail sur moi-même, et aujourd'hui, presque 15 ans après, je peux enfin dire que les résultats sont là. Je ne me déteste plus, je me méprise. Dessin humoristique de Vouch. Peut-on améliorer durablement l'estime de soi? Nous savons aujourd'hui que c'est tout à fait possible, tant dans le champ du développement personnel, si les problèmes ne sont pas trop sévères, que dans celui de la psychothérapie, s'ils sont compliqués de symptômes psychiatriques, troubles dépressifs ou anxieux, phobies, troubles des conduites alimentaires, pulsions autodestructrices, etc. La démarche de changement, en matière d'estime de soi, comporte plusieurs étapes, et notamment de bien comprendre ce qui ne dépend plus de nous, comme notre passé, ses souffrances et ses carences, et ce qui dépend de nous, le rapport à ce passé et la conduite de notre quotidien. Selon les cas, les efforts porteront sur une véritable construction ou reconstruction de l'estime de soi, parfois plus simplement sur un simple développement. Puis, toujours sur la durée, se posera la question de la maintenance, car l'estime de soi nécessite une continuité de soins et d'attention. Pourquoi il faut s'occuper de son estime de soi? Un de mes patients me disait un jour, « Le moi est haïssable, certes, mais c'est avec lui que je vais passer ma vie. » Si vous ne vous occupez pas de vous-même, qui le fera à votre place? Et qui d'autre que vous peut savoir ce qui vous est nécessaire, ce qui est souhaitable à votre bien-être? Pourtant, nous passons beaucoup de temps à fuir cette réflexion sur nous-mêmes et sommes souvent en pilotage automatique de notre vie et de notre personnalité. Nous nous laissons porter par les circonstances et les influences, celles du passé, puis celles de nos proches, de notre milieu, de notre société. Le résultat risque fort d'être médiocre. Sauf si nous avons été très gâtés par la vie, si nous avons tout reçu dans notre enfance et si nous continuons de vivre dans un milieu où règne l'amour et l'harmonie. Et encore, s'il n'y a pas de choix personnel et de sentiment d'autodétermination, même de tels milieux peuvent ne pas s'avérer si propices à l'estime de soi, comme en témoigne ce récit d'Aurélie, 26 ans. Un de mes problèmes, c'est que je ne vois pas de quoi me plaindre. Mes parents étaient sympas et aimants, la vie à la maison était agréable, bonne ambiance et aisance matérielle. J'ai étudié, voyagé, trouvé rapidement un métier et un conjoint. Alors pourquoi ces doutes? Pourquoi cette insatisfaction floue avec ma vie? Si je commence à chercher dans mon passé, je peux, à force de volonté, trouver des petits détails, des choses qui n'allaient pas, du genre « mes parents étaient trop parfaits ». C'est vrai que mon père était tellement brillant que tout le monde l'admirait, que ma mère était tellement gentille et fine que tout le monde l'aimait. Autour de nous, on n'arrêtait pas de nous dire que nous avions de la chance d'avoir des parents comme ça. Peut-être que j'ai manqué d'espace pour m'affirmer, me construire dans l'opposition ou la révolte. Mais lorsque je compare avec les problèmes qu'ont pu avoir certaines de mes amies, avec des incestes, des violences, des crises terribles entre les parents, non, je me demande si mon problème, ce n'est pas tout simplement de n'avoir fait que suivre des rails qu'on avait placés devant moi. Je n'ai jamais pris l'habitude de réfléchir sur moi, sur ce que j'étais, ce que je voulais. Jamais eu aucune bagarre à mener. Le travail sur l'estime de soi. Faut-il chercher à améliorer l'estime de soi de manière directe? C'est le même type de question que celui qui se pose envers le bonheur. Pour certains, le fait de vouloir se rendre heureux est le premier obstacle à l'atteinte de cet état. L'idée est attirante, mais fausse. En réalité, il ne faut pas confondre effort pour se rapprocher du bonheur, nécessaire, et obsession du bonheur, toxique. Il en est de même pour l'estime de soi. Les problèmes d'estime de soi ne sont pas une maladie, mais ils résultent d'un ensemble de façons d'être, de se protéger et de se promouvoir qui ne sont pas adaptées. C'est pourquoi quelques règles sont à connaître pour conduire un changement efficace. De nombreux travaux existent aujourd'hui en matière de développement de l'estime de soi dans le domaine des troubles psychiatriques,
ou s'adressant à des sujets normaux, exempts de troubles précis, mais cherchant à améliorer leur bien-être personnel. Le passé nous lègue doutes et fragilités. Le présent peut les réparer, parfois même les guérir, à condition que nous vivions réellement. Vivre, c'est agir, se découvrir, se révéler, prendre des risques, se laisser aller, lâcher prise, sans vouloir à tout instant contrôler et maîtriser son image. Si nous nous protégeons trop, la vie ne fera pas chez nous ce travail de réparation et de maturation. C'est tout le problème des estimes de soi vulnérables, étouffées et rigidifiées dans leur mécanisme de défense. Changer, c'est repérer et désamorcer ces protections devenues prison pour s'en affranchir. D'ailleurs, peut-être vaudrait-il mieux, en matière d'estime de soi, ne pas utiliser le mot « changer » qui suppose une modification radicale, mais « évoluer » qui sous-entend une progressivité plus conforme à ce que nous pouvons observer. Comment faire évoluer favorablement l'estime de soi? 1. Comprendre le passé ne suffit pas à changer le présent. Tout n'est pas joué. Notre niveau d'estime de soi et la manière dont nous le protégeons dépendent bien évidemment des influences de notre passé. Comment nos parents nous ont sécurisés par leur amour, valorisés par leurs encouragements, montré l'exemple par la manière dont ils s'estimaient eux-mêmes. Toutefois, le présent psychologique n'est pas dominé seulement par le passé. Il l'est aussi par le présent lui-même. Si l'on ne fait pas les bons efforts au quotidien, on restera la proie du pilote automatique mis en place dans notre enfance ou le jouet des influences sociales. Les difficultés d'estime de soi peuvent provenir de mauvaises bases héritées du passé, mais aussi de leur mauvais usage. Il n'y a pas de fatalité en la matière, mais un poids incontestable du passé qu'il faut comprendre pour agir sur le présent. Cependant, l'exploration à l'infini de notre histoire personnelle n'est pas la solution. Le passé est passé par définition. C'est contre son fantôme que nous nous battons. Mais nous nous battons toujours au présent. 2. Il ne suffit pas de comprendre, il faut aussi agir et pratiquer. Vous pourrez lire tous les livres sur l'estime de soi et assister à toutes les conférences données sur ce thème, tout comprendre à ces mécanismes, rien ne changera en vous tant que vous n'aurez pas pratiqué et testé dans la réalité les préceptes de changement comme ceux que nous allons aborder dans quelques pages. Il faut agir pour changer, et plus précisément procéder à d'incessants allers-retours entre action et réflexion. On ne change que dans l'action intelligente. C'est capital, car les problèmes d'estime de soi tendent soit à inhiber l'action, soit à la stéréotyper. Ne plus agir ou toujours agir de la même façon. 3. L'apprentissage plus que la révélation. Voici sans doute la découverte la plus importante de ces dernières années en psychothérapie. Changer, cela s'apprend. Le modèle du changement psychique par prise de conscience soudaine ou par révélation de souvenirs effacés du passé, cela ne marche guère. Si la croyance en une telle façon de pratiquer la psychothérapie persiste, c'est sans doute en raison de son aspect très romantique, le secret caché tout au fond de soi, et de sa récurrence dans de très nombreux films au cinéma. À un moment de l'action, la musique se fait plus forte, les yeux du héros se troublent, une scène de son passé réapparaît à sa conscience. Cette découverte soudaine fait pleurer le héros ou l'héroïne, mais le guérit à tout jamais de ses fantômes. Ce modèle de la prise de conscience par déclic est bien sûr caricatural et ne fonctionne que dans l'imagination des cinéphiles. Si l'on veut rester dans les domaines artistiques, le changement personnel, et notamment en matière d'estime de soi, ressemble davantage à un apprentissage musical. On n'apprend pas à jouer du piano sur simple décision personnelle ou parce que l'on s'est libéré des fantômes de son passé, mais parce qu'on a suivi des cours et que l'on a quotidiennement répété ces gammes. Et on ne devient pas un virtuose par illumination soudaine, mais par obstination patiente. L'estime de soi obéit, nous le verrons, aux mêmes règles. Certes,
Il faudra comprendre d'où viennent nos limitations et nos erreurs de pilotage, mais il faudra surtout travailler à mettre en place de nouvelles façons d'être. 4. Changer, ce n'est pas compliqué. Le changement psychologique, c'est un effort qui relève davantage de la course de fond que du sprint. Mais ce n'est pas compliqué. Vous le verrez, il s'agit presque toujours de choses simples, comme la plupart des stratégies efficaces en psychothérapie. Lorsque je suis sollicité par les journalistes, on me demande souvent, pour accrocher le lecteur de l'article à venir, des trucs pour augmenter l'estime de soi. Ou l'on me pose la question, s'il n'y avait qu'un conseil, ce serait de faire quoi? Des trucs, il y en a beaucoup. Seul problème, il faut les appliquer tous, et longtemps, et régulièrement. Et le changement arrive, comme cela, par étapes, parfois minuscules, parfois spectaculaires. Mais ce qui paraît aujourd'hui minuscule pourrait s'avérer demain spectaculaire. Et changer un peu, c'est déjà beaucoup. 5. Peut-on se débarrasser des problèmes d'estime de soi? En finir une fois pour toutes avec les boiteries de l'estime de soi? Ne serait-ce pas un mythe entretenu par certains psychothérapeutes, qui consiste à assurer de façon plus ou moins explicite qu'il faut aller au fond des problèmes pour espérer un mieux-être durable? Mais le fond des problèmes, personne ne peut assurer qu'il existe vraiment, notamment en matière d'estime de soi. Et même si on arrive à ce qui ressemblerait au fond des choses, sera-t-on pour autant assuré d'un équilibre éternel? De plus, les thérapies qui prétendent aider à aller au fond des choses exposent souvent à un risque d'enlisement. Une fois qu'on est arrivé au fond, on n'arrive plus à remonter. Souvent, le travail sur l'estime de soi ressemble davantage à ce que l'on propose aux patients qui souffrent de diabète, d'asthme ou d'hypertension artérielle. On s'organise pour faire en sorte que la maladie ou la vulnérabilité n'altère pas la qualité de vie, qu'elle n'empêche pas de mener une existence normale et agréable. Et on y arrive le plus souvent. Pas très poétique ces efforts patients, ce labeur quotidien sur l'estime de soi? Certes, mais la souffrance n'est pas poétique, elle non plus. Et il y a tant de choses, en revanche, si poétiques à savourer autour de nous, une fois que nous allons mieux et que nous pouvons nous ouvrir au monde. Les efforts sont peut-être plus faciles lorsqu'il s'agit d'un régime alimentaire ou d'exercice physique. Encore que. Mais il existe également des règles de vie clairement définissables en matière d'estime de soi. La route est longue, mais il y a une route. Le changement relève donc d'efforts réguliers, ce qui ne veut pas forcément dire dans très longtemps. Aller mieux, cela peut commencer aujourd'hui. On peut, et on doit même, ressentir assez tôt les bénéfices de ces efforts. En revanche, ils ne seront pas encore résistants et automatisés. Seule la pratique régulière va transformer ces efforts délibérés en automatismes moins coûteux en énergie psychique. Une source de démotivation classique dans nos efforts sur le long cours, ce sont ces moments où l'on se voit reculer et revenir à nos vieux démons. Chasser le naturel, il revient au galop. Je déteste cette formule pleine de malveillance envers qui fait des efforts de changement. Ne la laissez pas vous impressionner. Les retours en arrière sont normaux dans tous les apprentissages. Même des efforts de changement bien conduits, avec sincérité et volonté, avec la bonne méthode, dans la bonne direction, n'empêcheront pas le retour de vieux démons, sous l'effet de la fatigue, de la répétition des problèmes, de la confrontation à une situation qui nous laisse particulièrement démunis, ou tout simplement d'une certaine négligence. C'est normal. Ces reviviscences du mal ne signifient pas que nos efforts ont été vains ou que le changement est impossible. Cela signifie juste que la vie est dure et que lorsqu'on est fragile, il faut prendre soin de soi. Voyez ce qu'en disait Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Ne te rebute pas, ne te dégoûte pas, ne te consterne pas si tu ne parviens pas fréquemment à agir en chaque chose conformément aux principes requis. Autre parole de sagesse? Mon Dieu,
Donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Peut-être connaissez-vous déjà cette prière de sérénité. Elle est traditionnellement attribuée à Reinhold Niebuhr, 1892-1971, un théologien protestant nord-américain. Elle a été popularisée notamment par les alcooliques anonymes qui en ont fait un de leurs outils de travail psychologique et spirituel. Cette prière de sérénité insiste sur un domaine fondamental, celui du discernement et de la flexibilité. L'objectif des évolutions de l'estime de soi n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, de se transformer totalement comme par enchantement, de passer des plus grands doutes aux plus solides certitudes. Non, le but, c'est simplement d'être moi, mais en mieux. Un peu plus serein, un peu plus confiant, un peu plus audacieux, un peu plus indifférent au regard et au jugement. Et pour ce faire, il faut tenir compte des traits de notre personnalité. Inutile d'espérer devenir un personnage flamboyant si notre personnalité de départ est plutôt réservée. Mais n'est-il pas satisfaisant de se sentir plus à l'aise et de tirer plaisir des situations sociales au lieu de les fuir? Il y a une écologie de l'estime de soi et on peut lui appliquer les principes du développement durable. Tenir compte du terrain, prendre en compte le coût des efforts de développement, penser aux avantages et aux inconvénients, ne pas sacrifier le futur au présent, ni consacrer au passé les forces vives qu'appelle le présent. C'est à ce prix que l'on n'évoluera pas seulement vers une estime de soi plus haute, mais encore et surtout vers une meilleure estime de soi. Au travail, donc. Mais justement, sur quoi travailler? Par quoi commencer? Travailler sur le lien à soi, bien sûr. Cesser de se faire violence, de se dévaloriser, de se cacher. Cette démarche est indispensable, mais elle ne suffit pas. Développer son estime de soi, ce n'est pas seulement s'occuper de soi, c'est aussi progresser dans son rapport aux autres. Il faudra donc travailler sur le type de lien que nous mettons en place avec les autres, liens réels et liens fantasmés. Ne plus trembler devant l'idée du rejet, faire sa place sans heurts, ou accepter ces heurts s'ils sont inévitables. Autant d'objectifs à atteindre peu à peu, mais le travail ne sera pas fini pour autant. Réfléchir et agir, cela ne suffit pas? Non, c'est réfléchir, agir et répéter qui nous fait évoluer. Notre cerveau est conçu pour l'action, avant de l'être pour la pensée. Voilà pourquoi, même si vous avez tout compris à tout, vous n'aurez rien compris en réalité et surtout rien changé tant que vous n'aurez pas transposé les fruits de vos réflexions en action. Et que vous n'aurez pas répété la démarche des dizaines de fois comme un artisan ou un artiste répétant leurs gestes. L'action, donc, modeste et régulière. Une fois ne suffit jamais. Serez-vous alors arrivé au bout de votre travail? Oui et non. Car il restera encore le plus important. Ne plus penser à vous. Le devenir de l'estime de soi, c'est de se faire oublier, comme une respiration à laquelle on ne prête plus attention, mais qui est toujours là. Respiration que l'on va prendre soin de réguler ou de calmer parfois, mais qui ne nécessite ni vigilance ni effort. S'estimer comme on respire. S'oublier pour se tourner vers tout le reste, les autres, la vie. Ce sera notre programme, et c'est tout cela que nous allons aborder dans ce livre. Mais il y a encore une dernière chose. Capital. Créer une ambiance psychologique propice au changement sur la durée. Le travail sur l'estime de soi a beau être passionnant et rapidement fructueux, il nécessite tout de même de la régularité et de la continuité. Dans ces efforts de longue durée, où l'on est à la fois son maître et son disciple, il est capital de bien se traiter.
Les exercices réguliers que nous aurons à faire et que nécessite le changement seront vite abandonnés si cela se passe dans une sale ambiance, si nous nous réprimandons en cas d'échec, si nous nous culpabilisons. Il y a ainsi une nécessité absolue et sur la durée d'un climat de tolérance à ces difficultés. Il est normal qu'il existe des périodes où les anciennes habitudes s'imposent à nouveau. Apprendre à correctement parler une langue étrangère ou à bien jouer d'un instrument de musique prend des années. L'estime de soi, ce n'est ni plus ni moins difficile qu'apprendre le russe ou le violon. Mais ceux qui parlent russe ou jouent du violon savent qu'il leur a fallu du temps et des efforts. Pour que ces efforts prolongés ne soient pas douloureux ni orageux, il faut un code de bonne conduite envers soi-même. Il faut apprendre le respect de soi. Cela aussi s'apprend et porte un nom, acceptation.